Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Laurent Leloup, qui est CEO et cofondateur de Nest. Comment ça va, Laurent? Écoute, Jean, merci tout d'abord pour ton invitation. Perso, moi, ça va très bien, pas de souci. Tout marche très bien. Beaucoup de boulot et voilà, ça avance. Je sais bien, on t'a invité parce qu'on sait que l'activité de ton côté, elle est riche. Tu es sous l'eau, donc tu nous fais le plaisir de venir sur le podcast, donc merci. On a beaucoup de sujets à voir ensemble. Est-ce que déjà, dans un premier temps, Laurent, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une petite introduction rapide, nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit à faire tout ce que tu fais dans l'écosystème du Web3? En fait, je gérais un média dans les années 2000, jusqu'en D'accord. 2021-2022. Et en 2014, j'ai croisé la route, on va dire, de la blockchain et de la crypto. Et je comprenais pas grand-chose. Donc, il fallait effectivement que, si je voulais que mes lecteurs comprennent ce qu'était la blockchain et la crypto, il fallait moi-même que je m'en informe. Et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à étudier un peu le sujet, et j'ai rapidement compris qu'il y avait une vraie disruption qui allait se produire, et qu'il fallait absolument que je monte dans le train de la blockchain. C'est ce que j'ai fait, et puis j'ai produit, pour faire court, les premiers événements en France sur le sujet en 2014-2015. Et puis très rapidement ensuite, s'est enchaîné de nombreux événements, aussi bien des conférences, des livres, du consulting avec des nouveaux clients, enfin plein de choses qui se sont déroulées sur une dizaine d'années et ça ne s'est jamais arrêté donc depuis 2014. Waouh! Donc très, très, très early. C'est rare d'avoir des gens qui sont là avant Mm. 2016, 2015, toi 2014. Félicitations pour avoir cette ouverture d'esprit à l'époque parce que j'imaginais que c'était pas le Web3 qu'on connaît maintenant. Non. J'imagine qu'à l'époque, pour beaucoup de gens, c'était encore un scam. Maintenant, les gens commencent à se rendre compte que c'est une vraie activité. Donc Mm. vraiment bravo pour ça. Comment tu l'as vu arriver? Tu t'es dit, OK, ça directement, tu t'es dit, waouh, ça c'est l'avenir ou directement tu t'es dit, OK, je vais déjà me renseigner, je vais voir un peu ce que ça va donner. En fait, c'était principalement le Bitcoin qui m'intriguait. Je comprenais pas Ah, trop. bah Je oui. comprenais pas trop. Ça me paraissait un truc de geek, bien évidemment. Mais bon, j'en avais compris un peu le principe et les grandes lignes, mais je voyais pas trop son application dans le quotidien, tu vois. Mais je me disais qu'il y avait certainement quelque chose qui allait se profiler. Et c'est là où j'ai commencé à creuser. Et c'est à travers le Bitcoin que j'ai principalement découvert la blockchain. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs qui étaient déjà présents, qu'en 6 ans, depuis la naissance du Bitcoin, il s'était quand même passé beaucoup, beaucoup de choses, Mm. et que moi, je n'avais pas suivi du tout cette actualité, ou de très loin, quoi. Et là, en fouillant, j'ai découvert qu'il y avait énormément de monde, que plein de choses étaient déjà construites, que plein de choses commençaient à arriver sur le marché, et que la disruption allait s'effectuer aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Voilà, tout simplement. OK. OK, aujourd'hui, on est donc en fin 2024. Le podcast va sortir très prochainement. Tu es consultant, stratège, conférencier, mais tu es également auteur. Tu fais plein de choses dans l'écosystème. Est-ce que tu peux aussi nous parler du coup de ton livre, La blockchain? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Tu l'as publié en 2017. Oui. C'est fou ça. Quel message tu souhaitais transmettre à ce moment-là? En fait, je souhaitais pas du tout écrire un livre, c'était pas du tout un objectif, pour être très clair et très franc. C'est la maison Erol, donc l'éditeur, qui m'a contacté par l'intermédiaire d'un de ses représentants, D'accord? qui a vu que je commençais à faire un peu de bruit dans le monde de la blockchain en 2014-2015, et qui a dit, bah voilà, ça serait bien, comme apparemment vous êtes un des premiers à sortir sur ces sujets-là, est-ce que vous voudriez pas écrire un livre? Et puis bah ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis j'ai pris du temps, ça m'a pris presque une année. Et effectivement, j'ai Wow. écrit ce premier livre sur la blockchain. C'était pas sur le Bitcoin, c'était vraiment sur la blockchain pour en fait montrer et démontrer que la blockchain, c'était pour moi la révolution de la confiance, tout simplement. Et c'est autour de ce sujet-là qu'on a écrit, parce que je ne l'ai pas écrit tout seul. J'ai fait intervenir beaucoup d'experts qui ont chacun écrit un petit bout, une page par-ci, 2 pages par-là, et qui m'ont aidé à structurer le livre autour de la révolution de la confiance. Voilà. Incroyable. Waouh, bravo, parce que 2017, pareil, je pense que c'était le premier livre sur la blockchain francophone, à mon avis, non? Oui, tout à fait, oui. Oui, francophone et au-delà, hein, parce qu'il a été publié, il a été publié en Corée, Waouh, Corée du Sud, hein. Il a été publié en Russie, il a été publié au Canada et donc en partie aux États-Unis, au waouh. Japon aussi. Donc il a été traduit dans beaucoup de langues. Je sais qu'il a été aussi diffusé en Italie et en Espagne.
Enfin, voilà, ça a été ça a été un best-seller pour la maison Erol et pour moi, quoi. Félicitations, Laurent. Ouais, incroyable. Et Voilà. donc, du coup, tu expliques le rôle de la blockchain un petit peu plus même que le Bitcoin. Toi, justement, comment tu vois cet impact de la blockchain sur la finance décentralisée? Quelle opportunité ça offre, notamment aux entreprises ou aux particuliers? Bah, à l'époque, la finance décentralisée et la DeFi, on n'en parlait pas trop, tu vois. Ouais. C'était vraiment quelque chose de complètement. Bon, ça n'existait pas ou très peu. Le principe à l'époque était de se dire est-ce que la blockchain va changer quelque chose à notre quotidien et est-ce que ça va disrupter quelque part l'entreprise, le monde de l'entreprise, etc. Et en fait, le but a été de partir du principe que la blockchain était vraiment la révolution de la confiance parce que la blockchain allait disrupter ce qu'on appelle le tiers de confiance, quoi. Mhm. Et effectivement, c'est le cas. Ça veut dire que dans la plupart des cas, la blockchain permet de se passer d'un tiers de confiance et de gérer elle-même l'ensemble de la chaîne que l'on mettait en place au niveau de- des différentes choses que l'on pouvait avoir, par exemple, dans la finance. On pouvait effectivement se passer d'un tiers de confiance dans la finance, on pouvait se passer d'un tiers de confiance quand on signe un contrat, quand on envoie de l'argent, Mhm. quand on résout certains processus. Et c'est là où ça s'est déroulé. Et puis après, petit à petit, on s'est aperçu, au fil du temps et au fil de l'eau, qu'effectivement, la blockchain remplaçait un certain nombre de gens et de choses dans différents univers, aussi bien dans la logistique que dans la finance, que dans l'assurance, enfin, etc., quoi. Et petit à petit, la blockchain c'est tout naturellement déployé dans ces différents univers. Ok, super, super intéressant. Et actuellement, on sait qu'il y a différents secteurs dans la blockchain, on va dire différents, enfin voilà, différents piliers. Il y a les cryptos, il y a la tokenisation, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Toi, tu es aussi un des spécialistes sur les RWA, sur la tokenisation d'actifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept de tokenisation d'actifs réels et comment justement ça transforme les actifs du marché traditionnel? Ben, en fait, à travers la blockchain, on commençait déjà à diffuser des cryptos, donc des moyens de Ouais. paiement. Et petit à petit, on a commencé à lancer des tokens. Ça a commencé dans les années 2015-2016, hein, avec les premiers ICO, donc avec les tokens utilitaires. Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre dans un token un certain nombre de choses, des Mm. promesses, des utilités, des accès premium, de la gouvernance. Bref, on pouvait enfermer dans un token un certain nombre de choses. Et petit à petit, on a vu également qu'on pouvait tokeniser, donc numériser ce qu'on appelle des actions ou des obligations, et les transformer en tokens, mais cette fois-ci non pas les tokens utilitaires, mais les tokens sécuritaires, les security tokens. Et puis, on a commencé à voir qu'on pouvait également tokeniser, pourquoi pas, des métaux précieux ou des matières premières. On pouvait tokeniser de l'or, par exemple. Donc, numériser de l'or et donc mettre dans un token un sous-jacent qui est de l'or et donc donner à ce token une valeur, qui était la valeur de l'or. Donc, c'était tokeniser un actif. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'on pouvait tokeniser d'autres actifs, qui pouvaient être des actifs tangibles ou intangibles. Et par exemple, on pouvait tokeniser, en plus des actions, des obligations ou des matières premières, on pouvait tokeniser des stocks, par exemple un stock Mm. d'entreprise. On peut tokeniser également un certain nombre d'autres actifs. Et puis petit à petit, comme ça se passe très souvent dans le monde de la blockchain, la tokenisation d'actifs est devenue ce qu'on appelle la tokenisation des actifs du monde réel, donc en français dans le texte, et donc les Real World Assets en anglais dans le texte cette fois, et donc les RWA. Et c'est devenu quelque chose qu'on utilise familièrement aujourd'hui dans la blockchain. Et donc les RWA sont devenus une tendance très lourde. Et cette tendance très lourde est devenue aujourd'hui un univers à lui entier, quoi. Et donc on parle effectivement de plus en plus d'actifs du monde réel qui sont tokenisés. Et là, on part dans plein d'univers. On va tokeniser des œuvres d'art, on va tokeniser des matières premières, on va tokeniser des immeubles ou des meubles, donc de l'immobilier ou de l'immobilier, on va tokeniser plein de choses. Et entre-temps, on a eu également les NFT, hein, Ouais. qui sont effectivement la représentation, la numérisation, l'image d'un sous-jacent qui va être soit une image elle-même, soit une vidéo, soit une œuvre d'art. Enfin, tout ça un peu mélangé fait que les RWA sont devenus aujourd'hui un univers vraiment en pleine croissance, quoi. Et donc là, on ne s'arrête pas, hein.
avec les RWA, on est parti dans d'autres univers qui sont également la DeepMind, donc, qui est aujourd'hui tout cet univers de décentralisation qu'on va pouvoir expliquer aussi. Mais bon, tout ça, ce sont toujours des mots qu'on utilise, des acronymes qu'on utilise dans la blockchain et qui ont une durée de vie. Hein. Les NFT ont une durée de vie, ils continuent encore à vivre, bien évidemment, mais on en parle un peu moins, ça commence à chuter un peu plus. Voilà, il y a eu le hype, puis après, on est redescendu. Mais bon, tout ça, ça fait partie de la vie passionnante et passionnée autour de la blockchain et de la crypto. Ok, et tu parlais juste avant de la décentralisation. Pourquoi la décentralisation, elle est cruciale dans l'économie actuelle, dans l'économie moderne, et quels sont justement ses avantages par rapport au système centralisé? En fait, dès que la blockchain est arrivée, on s'est aperçu qu'effectivement, on pouvait décentraliser un certain nombre de choses. Bon, déjà, on a commencé à décentraliser la crypto à travers Bitcoin, à travers sa blockchain et à travers sa crypto, parce qu'effectivement, on pouvait effectivement faire un paiement sans passer par un point central, sans passer par un tiers de confiance. Et effectivement, ce tiers de confiance, c'était la première disruption de la blockchain. C'était se passer d'un tiers de confiance. On commençait à dire qu'on allait pouvoir se passer de la banque. On commençait à dire qu'on allait pouvoir se passer d'un assureur. C'était des choses qu'on commençait à dire et à prophétiser dans les années de 2008 à 2014, 15, 16, etc. Et c'est ça, c'est là où la décentralisation a été très importante. C'est quand on a commencé à dire qu'effectivement, on pouvait se passer de ce tiers de confiance. Et c'était pour ça que moi, je disais qu'à l'époque que la révolution était principalement une révolution de la confiance. La blockchain, c'était pas une révolution, hein, on l'avait vu depuis le départ. C'était une évolution technologique qui s'est déroulée depuis au moins 20 ou 30 ans et qui est arrivée en 2008 avec la naissance du Bitcoin, mais qui déjà auparavant avait déjà été prophétisée et développée et par des développeurs et par des futuristes. Hein. Le Bitcoin n'est pas arrivé comme ça d'un coup, d'un seul sur le marché. Ça a été une lente évolution technique et technologique. Et ça continue aujourd'hui. Ok, trop cool. Bah, super, merci pour cette explication. Et avec toutes les connaissances que tu as, tout ce que tu as appris au fur et à mesure des années, bah, aujourd'hui, on te recroise comme CEO et cofondateur de Nest. Est-ce que tu peux nous présenter justement la genèse de Nest Global, ses divisions? On sait que c'est une société qui est en pleine expansion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle contribue à innover le secteur du transport et de la mobilité? Alors en fait, Nest, au départ, c'est l'idée de deux personnes, Salim et Omar. Le premier est plutôt spécialisé dans le monde du transport depuis au moins 15 ou 20 ans. Le second, plus jeune, Omar, donc plutôt spécialisé dans le monde du Web 2 et du Web 3. Et les deux se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, quelque part, disrupter ou transformer le monde du transport et de la mobilité? Et on était en 2022, là, ça faisait déjà presque un an qu'ils avaient commencé à discuter. Et puis là, ils se sont dit, on va lancer une application dans le Web 2, de quelque chose de relativement classique, dans le monde du transport, qui va déjà révolutionner la façon, ou disrupter la façon dont on organise le transport, aussi bien entre les transporteurs, les chauffeurs, les livreurs, donc, et puis également le public, que ce soit du grand public ou du public entreprise. Et là, ils ont lancé le développement d'une application. D'accord, une app pour la future division Nest ou Nest Express. Et là, ils ont mis à peu près 2 ans pour développer cette application qui est encore en test, qui va sortir début 2025 ou plus tard février-mars 2025. Et en fait, moi, j'ai croisé leur route début 2024. Donc, ça fera presque bientôt un an. Et là, ils se sont dit, mais Web 2, c'est bien, Web 3, c'est pas mal, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à orchestrer, la décentralisation, la tokenisation, lancer une ICO, tout ça sont des choses, sont des gros mots qu'on utilise, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et comment on peut mettre tout ça en dynamique pour que ça fasse sens et que ça prenne réalité, quoi. Et c'est ce que j'ai orchestré avec eux depuis, on va dire, février-mars 2024. Et aujourd'hui, on en est effectivement à lancer une ICO, à lancer plusieurs divisions et à mettre du Web3 et de la décentralisation et du token à l'intérieur de tout ça, quoi. Et voilà ce qu'on est en train de lancer. Waouh! Ok, gros projet. Félicitations à toi et donc, du coup, vous êtes 3 cofondateurs, hein, c'est ça? 3 cofondateurs, Salim, Omar et moi-même. Voilà, on est 3 cofondateurs au sein du groupe.
Et là, donc, on a créé la société depuis mars passé. On a mis un capital social, on a créé tout ça à Paris. On est une boîte 100% française. Et là, on est en train de lancer nos différentes divisions que je peux effectivement décrire là au fil de l'eau. Avec grand plaisir, on va revenir sur le sujet parce que c'est fortement intéressant. Comment justement Nest Global intègre les principes de responsabilité sociale dans ses activités et dans la culture de l'entreprise? Alors c'est vrai que dès le départ, on a voulu que Nest soit respectueux de ce qu'on appelle le code ou la charte RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Ça veut dire que, bon, tout ça, on le retrouve dans notre white paper qui est en ligne. Je n'ai ni en tête ni sous les yeux, donc je vais tenter de le résumer. Mais simplement, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, elle passe d'abord par le respect de la diversité, donc au niveau des différents recrutements qu'on va réaliser, et puis également dans le respect de la transparence et de la gouvernance que l'on va partager aussi bien avec nos collaborateurs qu'avec nos partenaires. Et également avec nos clients, bien évidemment, que ce soit des clients particuliers ou des clients entreprises, mais aussi avec nos partenaires. Donc, on va partager avec eux non seulement la gouvernance, d'accord ? Je ne parle pas de la gouvernance stratégique qu'on partage au niveau du conseil d'administration, mais toute la gouvernance qu'on peut avoir et que l'on peut partager au niveau des choix que l'on peut faire au niveau de notre application ou de nos applications dans les différentes divisions qu'on va lancer, mais également les choix qu'on peut avoir au niveau des différentes orientations que l'on veut prendre par rapport à notre déploiement. Et ça, c'est des choses qu'on va partager de façon décentralisée et à travers la blockchain et à travers le jeton, le token que l'on va lancer, qui est le token NST, donc pour Nest. Et ce token, donc, il va pouvoir être utilisé aussi bien par le partenaire que par le grand public pour pouvoir voter et pour pouvoir donner des impulsions sur différents sujets que l'on va proposer à la communauté. Donc régulièrement, on va dire, voilà, il y a des sujets qu'on a envie de partager, qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc là, les gens vont voter, nos partenaires et nos clients et nos collaborateurs vont voter et donner leurs indications, leurs suggestions et leurs impulsions. Ça, c'est important. Et puis, à travers ce token, on va également pouvoir payer et on va également pouvoir recevoir des récompenses. Donc, c'est très important. Incroyable. Alors déjà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a le lien en description sur lequel vous pouvez aller voir le white paper, le site, un maximum d'informations. J'imagine que dans pas longtemps, il y aura une ICO. Est-ce que les clients auront un accès quelque part pour pouvoir justement accéder à cette ICO ? Oui, alors on va commencer à communiquer effectivement sur la première étape qui est l'étape de vente privée, de private sale, qui va démarrer, si tout se passe bien, cette semaine. C'est ce qui est prévu. Pas forcément aujourd'hui, mais très certainement demain. On va mettre en place ce qu'on appelle une page de whitelist, donc une liste blanche, sur laquelle les souscripteurs particuliers ou professionnels vont pouvoir s'inscrire pour dire voilà, moi je compte souscrire un montant de temps sur cette ICO. Donc il y aura des cases, il suffira de les cocher et puis de remplir son nom, son prénom, etc. Ensuite, viendra s'ouvrir une page de ce qu'on appelle un KYC, donc pour relever l'identité de la personne, parce qu'il faut savoir que l'opération se veut conforme à MiCA, qui arrive le 30 décembre, là, la réglementation, la régulation européenne. Et donc, effectivement, chacun va pouvoir s'inscrire et à travers ce KYC, déposer son identité, et nous, on va pouvoir contrôler que la personne appartient bien à un pays qui n'est pas sur une liste noire, donc à un pays qui ne serait pas blacklisté. Et puis ensuite s'ouvre la page, en finale, une page de souscription dans laquelle la personne va pouvoir effectuer son paiement, soit par carte bleue, soit par crypto, soit par virement, soit par stablecoin. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est génial. Ok, donc pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations, vous avez les liens en description. Allez jeter un petit coup d'œil. C'est un projet qui est justement formidable et on a vraiment beaucoup de la chance aujourd'hui sur Token Talkers d'avoir la chance de recevoir Laurent qui nous explique un petit peu comment fonctionne Nest, même très bien et très en profondeur. Merci Laurent pour cette explication. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs divisions, justement, tu le parlais avant, quel est le rôle de Nest Labs dans le développement de l'entreprise et quels justement projets innovants sont en cours actuellement dans Nest Labs? Alors, Nest Labs va être lancé ce mois-ci, donc ça ne saurait tarder dans quelques jours. En fait, le Labs va être l'entité de recherche et développement du groupe.
C'est là où on va développer et déployer nos différentes technologies, aussi bien blockchain que crypto, que intelligence artificielle. Et c'est à travers ces différents sujets que l'on va effectivement disrupter le monde du transport et de la mobilité. On a commencé bien évidemment avec l'app, donc l'application qu'on a développée, version Web 2 pour l'instant qui est en test, et version Web 3 décentralisée qui va se déployer en mars ou en avril, sur notre première division Neist Express, qui elle va être lancée courant du premier trimestre 2025. Voilà. Ok. Ça, c'est les premiers déploiements. Et effectivement, le LAPS sera le cœur de l'innovation du groupe. Donc, c'est une entité qui va accueillir non seulement l'équipe Web3, avec laquelle on travaille déjà depuis au moins 6 mois, mais également différents conseillers, advisors externes, qu'on a déjà commencé à recruter. On a déjà actuellement 7 advisors qui ont rejoint le projet Neist. Ils sont sur le site internet. Qui sont déjà, oui, effectivement, sur le site, sur le white paper. On a encore 2 advisors qui vont nous rejoindre cette semaine, qui sont plus particulièrement, eux, spécialisés dans le monde de la cybersécurité, pour nous aider à renforcer, je dirais, la sécurité sur nos différents déploiements. Et puis, on va recruter également des gens dans le monde du transport, dans le monde de la mobilité, dans le monde de l'enseignement et de la recherche aussi. On est déjà en discussion avec eux. Enfin bref, on devrait arriver à terme à avoir à peu près une vingtaine d'advisors qui vont rejoindre le projet avant les 2 mois qui viennent. Voilà. Ok. Alors, avant de passer à d'autres projets de Nest, comme notamment Express ou autres, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le secteur d'activité, nous décrire un petit peu comment fonctionne Nest? On voit derrière ton fond qu'on voit des scooters, des voitures, des bateaux. Est-ce que donc vous êtes dans le transport toute catégorie? Est-ce que c'est plus pour le privé? Est-ce que c'est plus pour le public? Est-ce que vous avez à voir par rapport à l'écologie? Qu'est-ce qu'à avoir la blockchain dedans? Moi, j'ai trop de questions. En fait, le principe de Nest, c'est effectivement de toujours se reporter à sa charte RSE. Donc, effectivement, la responsabilité sociale, sociétale, je l'ai un petit peu expliqué. Et la responsabilité, elle est aussi, le E de RSE, c'est aussi environnement. Donc, on a pour ambition de ne travailler qu'avec des véhicules ou des modes de transport qui sont le plus green, donc respectueux de l'environnement que possible. Donc, dans un premier temps, ça va être bien évidemment des véhicules électriques. Donc, le transport se fera principalement avec des véhicules respectueux de l'environnement, donc des véhicules électriques ou mixtes. Ça peut être hydrogène, ça peut être électrique et thermique, mais dans tous les cas, le plus respectueux que possible, parce qu'on sait que la transition va se faire doucement. Je veux dire, on ne peut pas du jour au lendemain avoir que des véhicules électriques ou que des véhicules à hydrogène, c'est impossible. On part, nous, avec un historique. Il faut savoir qu'on fait déjà du transport à travers au moins un de nos associés depuis au moins 10 ou 15 ans, et que tous les transporteurs, les chauffeurs, les livreurs qui vont nous rejoindre n'ont pas aujourd'hui forcément un mode de transport 100% électrique ou hydrogène. Donc ça va se faire petit à petit, mais on va tendre vers ça. Donc on va mettre et faire ce qu'il faut au niveau des opérations pour avoir des accords et avec des constructeurs ou avec des loueurs pour que le remplacement se fasse au fil des mois et des années, et qu'on tende de plus en plus vers des modes de transport et de mobilité dits propres, donc respectueux de l'environnement. À partir de là, on a tout un recrutement qui est en train de se mettre en place, qui va se déployer cette semaine et la semaine prochaine, pour aller recruter tous les partenaires que nous avons aujourd'hui, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pour déjà déployer Neist Express, donc le mode de transport express. Ça, c'est principalement quelque chose qu'on va déployer en Île-de-France, dans un premier temps, parce que historiquement, et au niveau de la diaspora, parce qu'il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec la diaspora, on a 2 associés qui viennent du Maghreb, et en particulier de la Tunisie, et qui ont énormément de contacts aujourd'hui, aussi bien dans les pays du Maghreb que sur l'Île-de-France. Et donc, cette diaspora va nous rejoindre. Ensuite, on a tout naturellement tout un environnement qui va nous rejoindre également, de livreurs qui travaillent sur d'autres villes de France, avec qui on est déjà en contact, qu'on a déjà commencé à lister sur notre site Neist Express. Bravo. Et puis petit à petit, on va avoir également des livreurs qui vont nous rejoindre sur notre pays. Mais c'est d'abord Île-de-France et France métropolitaine, c'est là-dessus qu'on va commencer à se déployer. Et on va également se déployer, parce qu'on a déjà mis des ambassadeurs en place sur 3 pays, qui sont l'Algérie,
le Maroc et la Tunisie, et qui vont nous rejoindre également dans le courant de 2025. Ça, c'est pour la filiale NICE, enfin la division NICE Express. Voilà. Ok. C'est donc du transport express, transport de marchandises, plutôt express et plutôt du colis, plutôt que du grand volume. On a également pour ambition d'aller travailler sur des grands volumes, donc sur des gros chargeurs à partir du deuxième trimestre 2025. Waouh. Donc Nest Express, son objectif, c'est révolutionner le secteur de la livraison rapide tout Oui, en minimisant l'empreinte carbone. C'est oui. exact. Donc c'est vraiment un très très gros projet. Ça doit être pas facile à lancer et ça doit être vraiment le rush de votre côté. Il y a de la concurrence dans ce secteur d'activité? Bien évidemment, le transport express ne nous a pas attendu pour fonctionner, Ouais. mais le distinguo que nous, on va opérer, là où on va être différent effectivement de nos concurrents et confrères, c'est qu'on va mettre beaucoup de décentralisation là-dedans. Bah Donc, oui. c'est là où la DAP qu'on est en train de déployer après la app qu'on est en train de lancer, qu'on va bientôt lancer, va être très importante parce que effectivement, il va y avoir un token à l'intérieur de tout ça, qui est le token NST, qui va permettre à tout à chacun de pouvoir recevoir des récompenses, partager la gouvernance, payer, recevoir des remises sur les paiements à partir du moment où le client, que ce soit du particulier ou du professionnel, pour un transport paye. S'il paye par exemple avec le token NST, il va avoir des remises sur les prix et ça va permettre également d'envoyer des récompenses de fidélité ou de bon comportement, etc., aux chauffeurs et aux livreurs directement. Nos partenaires, nous, ce sont les chauffeurs, enfin les transporteurs, les chauffeurs et les livreurs. Hein. Nous, on va travailler sur des gros volumes, mais on va partager avec nos partenaires. Ça veut dire qu'eux seront payés chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine, on va payer tous nos transporteurs, chauffeurs et livreurs. On ne va pas les payer à 15 jours ou à un mois, ça c'est important. On va également les payer avec des remises très importantes. On va partager avec eux, et principalement pour eux, on va leur offrir nos marges. Et nous, on va garder de très faibles marges, parce qu'on va jouer sur des volumes. Donc, ça veut dire qu'ils vont gagner beaucoup plus qu'aujourd'hui, avec nous demain, et en même temps, on va leur offrir un partage qui va s'effectuer sur le token. Donc, ils vont pouvoir stocker du token, qui vont pouvoir également stacker, donc ou staker, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'ils vont obtenir des revenus passifs sur les tokens qu'ils détiennent, mais ils vont également recevoir des primes à travers les tokens. Donc, ils vont cumuler de plus en plus de tokens, et les tokens, à un moment donné, ils peuvent aussi les échanger contre de la crypto ou contre du cash. C'est tout à fait possible. Hein. Ils ne sont pas obligés de garder ces tokens-là ad vitam. Hein. Ils peuvent très bien les échanger quand ils veulent. Mais ils savent aussi que plus ils vont les garder longtemps et plus ils vont toucher des revenus C'est passifs. la valeur. Bah oui, c'est Voilà. normal. Donc c'est là où la décentralisation se met en place. Hein. Ça veut dire que c'est pas nous qui sommes là. On est effectivement au cœur du système, mais c'est pas nous qui allons organiser toute la relation avec les clients, toute la relation dans l'écosystème. C'est quand même les transporteurs, les chauffeurs et les livreurs qui sont au cœur de l'écosystème. Et c'est eux qu'on va favoriser, bien évidemment, à travers la décentralisation. Mais c'est génial. Et donc, du coup, quand on parle de Nest, on sait qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Tu en Oui. parlais, toi, justement. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui existent chez Nest? Est-ce qu'ils sont un petit peu confidentiels? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, il n'y a rien de confidentiel aujourd'hui, tout simplement parce que tout est déjà écrit et en ligne sur notre white paper. D'accord. On a déjà déployé le premier site web qui est Nest Express, donc Ok, génial. Nest.express, qui est déjà en ligne. On va déployer ensuite le site corporate, donc Nest.eu. On va Wow. déployer ensuite le site Nest Labs, qui va être Nest.xyz, donc pour le laboratoire interne. Et puis, on commence déjà à travailler, au moins sur le papier, et avec des échanges avec différents partenaires, sur le futur département qui est Nest Car, qui va donc être la filiale VTC, taxi, covoiturage, et donc qui en fait existe déjà sur le marché hein, à travers différents concurrents que je ne nommerai pas, mais Mhm. que tout le monde connaît. Et effectivement, ça permettra demain, à travers une app qui va être, ou plutôt une DAP, qui va être beaucoup plus conviviale et fluide que ce qui existe aujourd'hui sur le marché, parce qu'elle est déjà en test auprès de nos différents premiers clients et partenaires, et qu'on pourra utiliser, et dans lequel, bien évidemment, le NST, donc notre token, notre jeton, sera au centre. Et donc là, on pourra payer de façon très fluide et très pratique. On a déjà Core aujourd'hui, bien évidemment, pour toute la partie mapping, hein, toute la partie reconnaissance des cartes géographiques, hein, et puis également le mapping du véhicule à un instant T sur l'application. Donc, toutes ces choses que l'on va déployer, effectivement, chez NiceCar, on va plutôt les faire
Très certainement courant 2025, mais raisonnablement plutôt fin 2025, début 2026. Ah, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Ça fait beaucoup de travail, oui. Parce qu'il faut non seulement se déployer sur un pays, comme la France, qui est quand même un grand pays, on a également des ambitions au niveau de l'Europe, ou sur les pays, je dirais, de proximité, hein, qui sont dans le désordre, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, mais également l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc ça, ce sont les premières cibles au niveau périphérique. Et puis, on va également déployer donc, sur le Maghreb. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Et à chaque fois, on duplique la politique RSE qui va être, par exemple, au Maghreb, d'aller construire des réseaux de charge électrique pour les véhicules. Parce que malheureusement, ces pays-là sont très peu équipés en recharge électrique. Donc, on va travailler avec des opérateurs. On commence déjà à nouer des partenariats avec des opérateurs qui installent des chargeurs. Hein, ça, c'est pas notre métier. Hein. Donc, on va travailler avec eux pour qu'on puisse, à travers nous, notre chiffre d'affaires et à travers les opérations financières qu'on est en train de lancer, entre autres l'ICO, qu'on puisse demain cofinancer avec eux la mise en place de chargeurs dans des pays qui n'en sont pas pourvus. Et donc là, je parle des pays du Maghreb, ou très peu pourvus ou très mal pourvus. Et puis, on va travailler également avec les collectivités locales pour pouvoir mettre en place des réseaux logistiques un peu plus fluides, cette fois-ci pour la filiale Express, pour tout ce qui va être livraison rapide et également livraison du dernier kilomètre avec des véhicules propres. Voilà. Toutes ces choses sont extrêmement complexes, on le sait, et c'est pour ça que le Labs en interne va être source de solutions techniques, technologiques et source d'idées aussi, et de revendications toujours pour coller à notre charte RSE qui est extrêmement important. Pour nous, le green demain, c'est plus que l'avenir, hein. C'est là où on doit déployer, quoi. Donc, décentralisation et être le plus vert et le plus respectueux de l'environnement possible. C'est les deux axes, quoi. Ok, donc du coup, sur la partie Nestcar, ça va être promouvoir la mobilité urbaine avec, et durable pour réduire tout ce qui est polluant. Et actuellement, vos clients, ou dans le futur, vos clients, ça sera plutôt du B2C, du B2B, ou vous allez mixer? C'est un mix. C'est un mix, ok. C'est un mix, aussi bien en transport qu'au niveau du car. Et ça sera en particulier la cible pour, c'est ce qu'on voit avec le scooter, hein, qui est à côté de moi, hein, le scooter électrique. C'est effectivement la future division qui va être Nice Food, qui elle va opérer dans le monde de l'alimentaire. Voilà, aussi bien la livraison de repas que de courses, donc les courses que l'on fait auprès de différents opérateurs. Et donc nous, notre travail, ça va être de livrer ça, aussi bien livrer des repas que livrer des courses dans les différentes villes de France et des pays que j'ai décrits tout à l'heure. Donc d'abord la France, bien évidemment, parce qu'on va travailler étape par étape, hein, mais pas simplement la livraison. Ça va être aussi, pourquoi pas, fidéliser une clientèle autour du bien manger. Donc, mettre en place des systèmes de menus, mettre en place des systèmes de régime, mettre en place des systèmes de bien manger, toutes ces choses que l'on va écrire, décrire et développer aussi avec nos clients, parce qu'on travaille toujours en gouvernance partagée. Hein. On n'a pas du tout, on a l'ambition, mais on n'a pas du tout l'intention de dire c'est nous qui allons tout faire, c'est nous qui allons tout produire, c'est nous qui allons tout imaginer, tout bâtir et tout diffuser. Non, on va s'appuyer sur nos clients et sur notre communauté. Notre communauté, ce sont des particuliers et des professionnels, et c'est avec eux et grâce à eux qu'on va déployer tout ça. Demain, tout ce qu'on va mettre dans la division Nice Food, on va l'écrire et le décrire avec notre communauté. Et ce cahier des charges, on va l'écrire ensemble et on va le déployer ensemble. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a voulu faire une ICO, même si effectivement, on va quand même organiser une levée de fonds également, donc une augmentation de capital dans le courant, je dirais, du premier trimestre 2025. L'ICO, c'est une façon de montrer et démontrer qu'on est vraiment 100% fervent de la décentralisation et donc d'un mode de gouvernance partagée. Et donc, toutes ces différentes filiales, également plus tard en 2026 et 2027, dans la filiale SI, donc maritime, air, aérien et services, pour tous les développements de services, qui va être du service à la personne, donc là, ça va être du B2C, hein, mais services également pour les entreprises, donc B2C, service à la personne, on peut le décrire, mais c'est extrêmement vaste, parce qu'on veut également, dans les différentes communautés, on respecte non seulement l'environnement, mais qu'on respecte également les gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont un très grand déficit au niveau financier, ou un très grand déficit au niveau logement, etc. Donc tous ces gens, on va vouloir les aider à travers la fondation qu'on va lancer. Incroyable. Ah ben, disons, ça annonce vraiment des très jolies choses. Et comme tu le disais juste avant, l'ICO, ça permet à des personnes qui vont être des futurs utilisateurs
les futurs clients, de pouvoir, au-delà d'investir, de récupérer un petit peu comme des actions de la société. Hein. Je dis ça pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop cet écosystème. Est-ce que toi, tu le dirais de manière autre? En fait, on a quand même aujourd'hui un Pour souci. simplifier au maximum, hein, On le a, on a- discours. on a un souci aujourd'hui, c'est d'être conforme à ce qu'on appelle la régulation MiCA, d'accord? Ouais, Donc, on se doit effectivement d'utiliser des termes qui sont extrêmement précis. On ne parle pas d'investissement, parce que ce n'est pas un investissement, et on ne parle pas d'actions, ce ne sont pas des actions. trop bien. On souscrit à une ICO, qui est une opération de vente de tokens, d'accord? Donc, effectivement, notre public va acheter des tokens, et ces tokens qui vont demain être listés sur un second marché, vont s'apprécier. Donc, ils peuvent augmenter de 10%, 15%, faire x3, faire x4, peu importe, ce n'est pas le but. Le but, c'est en achetant ces différents tokens, ces différents jetons, c'est d'obtenir en échange des droits à De retour. gouverner, voilà, gouverner une partie de notre écosystème. Et bien évidemment, nous, on va mettre de la transparence. Ça veut dire que tous nos bilans vont être dans la blockchain. Donc, n'importe qui pourra venir voir nos bilans et voir ce qui s'est passé et ce qui s'est déroulé sur 12 mois après la production du bilan dans nos différentes sociétés et dans le groupe. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la transparence. Et puis ensuite, vont pouvoir avec nous exercer la gouvernance, donc partager avec nous énormément d'aspects liés à notre devenir. Toute la stratégie va être bien évidemment décidée au sein du conseil d'administration. On ne peut pas partager la gouvernance comme on peut le faire pour des gens qui détiennent des actions. Ça, il faut le savoir. Donc, quand on détient un token, ce n'est pas une action, c'est un token. Ce sont deux choses complètement différentes. Et donc, les droits et les obligations sont différentes pour ceux qui détiennent un token de ceux qui détiennent une action. Ça, c'est la loi et la régulation qui nous l'oblige. Donc, on respecte tout ça. Mais effectivement, détenir un token et détenir le jeton NFT, demain, va permettre de faire énormément de choses. Donc, obtenir des remises, obtenir des récompenses, obtenir un revenu passif et obtenir, entre autres utilités qu'on est en train de développer, également un droit sur la gouvernance lié au groupe d'investissement. Ça, c'est important aussi. Voilà. Okay, et donc, on va vendre ce token au fil de l'eau, hein, une vente privée, des avant-ventes, une vente publique qui devrait se dérouler en mars ou avril de l'année prochaine, avec toujours des prix différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le NFT est 4 fois moins cher que le prix qui va se déployer sur la vente publique du mois de mars ou avril. Donc, il est plus intéressant de l'acheter aujourd'hui que demain, au niveau du prix, par exemple. Mais le token aura les mêmes utilités qu'on l'achète aujourd'hui ou qu'on l'achète dans 3 ou 4 mois. Quand il va être lancé dans la nature, on va dire, donc sur le second marché en mars ou en avril, il aura une vie qui sera la sienne, avec toutes les utilités qu'on a commencé à décrire dans notre white paper, mais il aura les mêmes droits et obligations pour tous les détenteurs qui vont nous rejoindre au sein de cette ICO. Incroyable. Et donc, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, hein, c'est bien le token NST. NST. Oui. Laurent, petite question. D'où vient le mot Nest? Est-ce que tu connais l'idée? Oui, bien évidemment, mais je peux pas le dire, tout simplement parce qu'on va lancer une campagne airdrop. Hein. Airdrop, c'est une distribution gratuite de tokens qu'on va lancer très vite. On est en train de travailler dessus, là, très activement. Et une des questions va être, savez-vous pourquoi on a utilisé l'acronyme NEST? Voilà. Et ceux ou celles qui répondront à la question recevront les tokens. Donc voilà, ça fait partie des petites questions amusantes qu'on va poser pendant l'airdrop pour un petit peu rendre tout ça un peu festif. Quoi. Voilà. Ah yes, non, mais c'est bien. Et on arrive en période de fête. Donc, en disant ça, j'ai rien dit, mais j'ai tout dit. Ça veut dire qu'effectivement, l'airdrop va être étroitement lié aux fêtes de fin d'année. Voilà. Ok, bon, super. Bon, en tout cas, on reste très impatient de voir ce qui va se passer. On sait que le token va être sur la blockchain Solana. Pourquoi avoir choisi cette blockchain justement pour le déploiement de votre token? Quels sont les avantages? Alors, c'est vrai que comme toute startup, on a un petit peu pivoté, comme on dit. Hein, comme on dit savamment dans le monde de la startup. Alors, on a pivoté. Pourquoi? Parce qu'au départ, on était parti sur Multivers X, qu'on trouvait extrêmement smart et intéressant. Ensuite, on est allé sur Avalanche. Non pas par opportunisme, mais parce qu'on s'est dit que Avalanche était quand même extrêmement intéressant pour nous. Et puis, troisième idée, on en a eu d'autres, hein, mais troisième idée, on s'est dit Solana, c'est quand même aujourd'hui le meilleur choix. Voilà. Alors, pourquoi Solana? Parce que Solana, c'est rapide. Parce que Solana, c'est vertueux au niveau de la consommation et de la production carbone.
Aujourd'hui, c'est une des blockchains qui produit le moins de carbone dans sa vie de tous les jours, pour faire le plus simple. Et puis ensuite de cela, aujourd'hui, Solana est extrêmement déployé dans le monde du DeepMind, donc dans ce qu'on appelle la décentralisation des infrastructures. Et nous, on y est de plein pied, dans le monde DeepMind ou d'Epine en français. Et pour nous, Solana était vraiment le meilleur acteur. C'est là où il y a le plus d'acteurs aujourd'hui DeepMind, entre autres, mais dans une blockchain connue, c'est Solana aujourd'hui qui héberge le plus de solutions de ce type. Et puis, on a depuis noué des accords avec différentes personnes à la Fondation Solana, et voilà, on s'est dit que c'était pour nous une des meilleures solutions. Mais ça ne sera pas forcément une solution définitive, ça veut dire que ce ne sera pas forcément que sur Solana que l'on sera présent, parce qu'on a aussi d'autres discussions avec d'autres environnements. Mais voilà, pour nous, c'était aujourd'hui, et ça reste aujourd'hui pour nous le meilleur choix. Voilà. Ok, bah, super. Merci beaucoup. Et quels défis vous avez rencontrés justement lors de la mise en œuvre de cette solution? Est-ce qu'on sait souvent que, voilà, si vous avez choisi différentes blockchains, c'est parce que peut-être vous avez fait parade des défis. Est-ce que vous avez rencontré des défis ou pas forcément pendant cette période-là? Non, pas forcément, parce que bravo. historiquement, en plus, l'équipe Web3 qu'on a aujourd'hui était très, très pro multivers X, parce qu'ils avaient travaillé depuis quelques années déjà sur différents déploiements, et puis ils avaient également un petit peu travaillé, bon, bien évidemment sur Ethereum, c'est classique et basique, donc sur tout le monde EVM, mais ils avaient travaillé également un petit peu sur Avalanche. Et donc, ils s'étaient dit que bon, on pouvait travailler là-dessus. Et le défi, ça a vraiment été de travailler sur Solana parce qu'on était beaucoup moins agile et beaucoup moins connaisseur de l'environnement et de l'écosystème Solana. Donc pour nous, ça a été un défi. On n'est pas à un défi près, donc on s'est dit, voilà, on va quand même aller sur Solana, on va apprendre, on va apprendre de ce qui a déjà été fait. On va recruter quelqu'un, c'est ce qu'on a fait, qui est déjà sur Solana, et puis il va apprendre aux autres, montrer aux autres, et voilà, aujourd'hui l'équipe, elle est tout naturellement dans Solana, comme un poisson dans son bocal, et tout fonctionne bien, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été un peu compliqué, mais il fallait qu'on y aille. Il fallait qu'on aille sur cet environnement, parce que pour nous, c'était vital. Ok, super. Bah, bravo pour tout ça. Est-ce qu'on pourrait reprendre un petit peu sur la partie Nest pour que les clients qui nous suivent, les potentiels clients, les futurs clients qui nous suivent, qui sont intéressés par la solution, puissent bien comprendre. Donc, Nest, ça va être une société qui va être active dans le transport durable. Et la blockchain aura pour but, est-ce qu'elle va avoir pour but la traçabilité des véhicules ou ce genre de choses, ou est-ce qu'elle va avoir pour but toute la partie ICO et gouvernance? Alors la partie ICO, c'est vrai que c'est très ponctuel parce que l'ICO, c'est une opération financière, donc on l'aura exercé sur quelques mois, d'accord? Et une fois que l'opération sera clôturée et qu'on aura levé les fonds, de toute ou partie des fonds qu'on ambitionne, après c'est le token va prendre sa place. C'est là où le token va arriver sur le marché et va arriver dans les différents wallets et dans les différentes applications que l'on va déployer. Donc effectivement, l'ICO, ça reste ponctuel, même si ça va prendre quelques mois. Après, la blockchain, on va beaucoup l'utiliser, comme tu l'as très justement dit, dans ce qui va être de façon ponctuelle également, toute la traçabilité. Donc la traçabilité non seulement des colis, la traçabilité donc, au niveau des livraisons. Donc ça va mettre de la transparence, ça veut dire que chacun va pouvoir aller voir sur la blockchain, enfin sur quelque chose qui va être très convivial. C'est pas une blockchain, ça va être un écran sur lequel on voit le colis qui se déplace, où on voit les choses qui se passent au niveau avec un eurodatage, etc. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas tricher, quoi. On ne peut pas dire que le colis était là alors qu'il était là, tu vois. Parce que dans la blockchain, c'est marqué. Donc, comme on sait, la blockchain, c'est complètement, c'est comme quand c'est gravé dans le marbre. On ne peut pas y toucher. Voilà. C'est l'authenticité liée à la blockchain, l'eurodatage lié à la blockchain. Et donc, toutes ces choses, c'est les propriétés intrinsèques de la blockchain qu'on peut utiliser. Et donc, effectivement, on va pouvoir eurodater, on va pouvoir tracer, on va pouvoir authentifier, on va pouvoir archiver dans la blockchain. On va y mettre également les contrats, on va y mettre les signatures, on va y mettre également les factures, on va tout mettre dedans. Donc, ce qui veut dire que tout ça va être complètement transparent, avec des niveaux, bien évidemment, parce que tout le monde ne va pas pouvoir aller voir les factures ou les signatures, mais il va y avoir des niveaux, suivant les clients, suivant les partenaires. Mais tout ça va être dans la blockchain. Et puis, bien évidemment, le token, qui est au cœur de notre décentralisation, va être également logé dans la blockchain et va être également inscrit
à l'intérieur de tout ça. Et puis nous, on va y inscrire également nos engagements, on va y inscrire les résolutions de nos engagements, on va y inscrire tout ce qu'on va faire avec la fondation, les associations, etc. Donc pour revenir à l'Express, nos partenaires vont travailler dans la blockchain sans le savoir en fait. C'est à l'instant T, quand ils se rendent sur l'application, que la blockchain va les aider. Et puis c'est in fine, quand ils auront fini leur livraison, qu'ils vont voir qu'effectivement, ils utilisent ou qu'ils vont encore utiliser la blockchain. Mais c'est de la transparence. C'est un petit peu comme quand on utilise le web tous les jours, ou qu'on utilise un paiement à travers une carte de crédit. Mais on se fiche en fait de savoir comment fonctionne la carte de crédit ou comment fonctionne le web, mais on l'utilise. Donc là, on va utiliser la blockchain sans le savoir. Voilà. Incroyable. Comme on voit vraiment que la blockchain, au fur et à mesure des années, elle est en train d'évoluer, de prendre de plus en plus de place. Toi qui la vois évoluer depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que son évolution va à la vitesse que tu aimerais? Est-ce que tu penses qu'elle pourrait être plus rapide? Est-ce que tu l'aurais imaginé 10 ans en arrière? Tu l'aurais imaginé comme ça actuellement? Est-ce que tu peux nous en dire plus vraiment par rapport à ton expérience personnelle de vraiment early adopter de l'écosystème blockchain? Elle n'est pas très différente en fait de ce que j'avais imaginé, si ce n'est que parce qu'en fait les propriétés intrinsèques de la blockchain sont toujours là. Le déploiement dans différentes industries, que ce soit la logistique, le transport, la finance, l'assurance, elle s'est déployée comme c'était prévu parce qu'à travers ses propriétés, elle ne pouvait que se déployer de cette manière-là. La seule chose que moi j'avais pas anticipé, c'est la vitesse. Ça veut dire que je pensais qu'elle se serait déployée beaucoup plus vite et qu'elle aurait été beaucoup plus vite. Alors en fait, il y a une chose qui s'est passée beaucoup plus lentement, c'est effectivement le déploiement. Ça met beaucoup plus de temps que ce que j'avais pu imaginer, et je ne pense pas que j'étais le seul à avoir imaginé ça. Donc elle se déploie plus lentement que ce qu'on avait imaginé il y a 10 ans en arrière. Par contre, l'évolution technologique se fait beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évolution technologique des différents sujets blockchain, donc des différents environnements blockchain, se fait plus vite. On a aujourd'hui des possibilités à travers la blockchain, les blockchains, qu'on n'avait pas anticipé ou imaginé à l'époque. J'ai pas forcément en tête des cas précis, si ce n'est que la décentralisation, je la pensais moins rapide et pas aussi pointue et pas aussi complexe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tu vois. La finance décentralisée, par exemple, on ne l'avait pas anticipée comme elle l'est aujourd'hui. Et Dieu sait si aujourd'hui la finance décentralisée se déploie même dans la tokenisation des actifs, avec les stablecoins par exemple. On peut aujourd'hui mixer un stablecoin en l'adossant à un actif réel. Ça veut dire qu'on arrive à quelque chose de complètement incroyable, quoi. Et toute cette cuisine de tokens, de crypto et de blockchain, à travers la décentralisation et la tokenisation, font qu'aujourd'hui, on a des cas d'usage qu'on n'avait pas du tout imaginé à l'époque. C'est ça le futurisme aussi, c'était de se dire, ouais, c'est super, avec la blockchain, on va pouvoir décentraliser et disrupter la banque, la finance, l'assurance, en vieux pirate qu'on était à l'époque, ou en jeune pirate, on se disait, on va tout casser, quoi. Et en fait, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait plus insidieusement, d'accord, mais la banque utilise énormément la blockchain. On le sait pas, ou très peu, mais elle a cassé énormément de pans de ses partenaires grâce à la blockchain ou à cause de la blockchain. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés sur le pavé, en fait, tout simplement parce que la blockchain est venue les disrupter. Hein. Et ça, c'est les banques qui ont organisé ça, comme les assurances, comme d'autres industries. Hein. Je ne jette pas la pierre aux banques, hein, mais il y a plein d'industries qui ont utilisé la blockchain, ce qui fait que ça a disrupté les marchés, un peu comme l'IA demain. Et donc, ça a cassé des marchés et mis au chômage un certain nombre de personnes, quoi. Ça, on ne l'avait pas anticipé de cette manière-là. Voilà. Incroyable. Mais ce sont des choses qui se déroulent. Et je pense que demain, à la vitesse maintenant où, par contre, l'adoption se fait, il y a l'effet Bitcoin qui est là. Hein. Le Bitcoin a atteint ou dépassé les 100 000 $. Et donc, les 100 000 euros, il y a plein d'idées qui germent dans la tête des gens. Il y a plein d'entreprises qui se disent, mais pourquoi pas moi? Voilà. Il y a l'effet Trump avec la crypto et avec les tokens, qui est très pro Web3. Bon, il était moins avant, il est plus maintenant. Mais donc, ça veut dire que les États-Unis sont en train de vouloir prendre le leadership sur effectivement la crypto et la blockchain.
Et donc, tout ça, ça amène effectivement un certain engouement et déploiement qui n'était pas forcément prévu il y a ne serait-ce que 2 ou 3 mois en arrière, quoi. Voilà. Ouais, c'est C'est clair. toutes ces choses combinées qui font que le monde bouge et la blockchain et la crypto bougent énormément. Voilà. Incroyable. Et c'est super intéressant d'avoir ton avis. Et quand tu dis, bah, j'aurais pensé qu'il allait avoir de plus vite plus Oui, d'utilisateurs, mais pas forcément oui, la tech aussi rapide. Et en fait, c'est l'inverse. C'est oui. super intéressant parce que c'est pas forcément le regard que tout le monde a. Tout le monde a l'impression qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, que c'est la folie et que la tech, des fois, c'est un peu lent. Et toi, qui es là depuis très longtemps, tu dis, bah ouais, mais moi, il y a 10 ans en arrière, je pensais pas que ça allait évoluer comme ça. Donc, ouais, bravo. Merci pour ce partage. Bah, en fait, c'est un petit peu comme le distinguo qu'on va faire entre une photographie et un film, hein. Aujourd'hui, la photographie, waouh, le Bitcoin, il est à 100 000. C'est extraordinaire. Mais si je fais le film et que je reviens en arrière, moi j'ai connu le Bitcoin, il était entre 100 et 300 euros, quoi. Donc l'effet waouh, il est là, hein. Si je fais le film, quand les gens disent ouais, mais il est à 100 000, il sera jamais plus haut, mais peu importe qu'il soit plus haut ou plus bas, c'est pas le but. Enfin, c'est le but pour quelqu'un qui investit et qui veut holder un Bitcoin et puis se dire dans 10 ans, peut-être qu'il sera à 1 million. C'est possible, c'est fort probable, je dirais. Voire beaucoup plus que ça encore, parce que ça devient de plus en plus une valeur refuge. Mais le but n'était pas de se dire il va passer de 300 à 100 000. Le but, c'est de se dire, grâce au Bitcoin, on va pouvoir faire des choses. On va pouvoir s'envoyer de l'argent sans passer par un tiers de confiance. On va pouvoir payer des choses. Grâce à la division, donc grâce au Satoshi, on peut faire des micro-paiements. Donc, quand je produis une image ou une vidéo, je vais toucher quelques Satoshi. Mais Satoshi plus Satoshi, ça me fait demain un Bitcoin. Donc, je gagne ma vie en mettant simplement une image ou une vidéo en ligne. Tu vois, c'est des modèles économiques qui se développent, que des startups ont su mettre au point et mettre au jour et donc déployer. Donc le Bitcoin a amené plein de modèles économiques. Donc qu'on se dise il est passé de 0 à 100 000, bah, c'est bien, mais c'est pas le but ultime. Ça c'est bien pour un investisseur, pour un père de famille, même s'il prend le risque sur un Bitcoin, etc. Tu vois, on est toujours un petit peu décorrélé. Il y a différents publics autour de tout ça. Mais Ouais, c'est c'est vrai que clair. la blockchain et la crypto a amené quelque chose d'un peu effet waouh. Et qu'il faut quand même raison garder et se dire que quand même derrière tout ça, il y a de la tech. Et c'est cette tech qu'on utilise pour déployer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, tout simplement. Et donc la révolution, elle est là, quoi. C'est une C'est fou. évolution technologique qui nous amène vers des déploiements. Et je pense que quand on commence à combiner, et c'est ce que nous on va faire, combiner l'IA et la blockchain, alors là, il y a un truc incroyable qui se déroule, quoi. Parce que quand on met de l'IA dans de la blockchain, on peut automatiser plein de choses, on peut rendre intelligent plein de choses, et quand on mixe les deux, on découvre aujourd'hui des choses incroyables. Et on pense de façon intellectuelle, on va dire, hein, intelligente, qu'effectivement, ce qu'on va déployer demain dans le transport et la mobilité n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Mais on ne sait pas Ouais, encore quoi. Mais on pressent qu'effectivement, ça va créer beaucoup de choses. On le voit déjà dans la livraison au dernier kilomètre, hein. On voit déjà aujourd'hui les robots. En Asie, ça existe. En Europe, ça commence à se déployer. Nous, on travaille déjà dessus aussi. Il y a des robots qui demain vont se promener dans la rue et qui vont pouvoir livrer au dernier kilomètre. Pourquoi pas se promener dans un immeuble de bureau pour aller livrer du courrier, livrer une boisson, livrer un repas. Et voilà quoi. Il y a plein de choses qui vont se faire demain et qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais ça, c'est grâce à l'IA et grâce à l'autonomie qu'on met dans des véhicules ou dans des robots, qui soient mini ou qui soient grands, quoi. Et donc, du coup, votre objectif, peut-être par la suite, c'est aussi de mettre un petit peu d'IA dans vos véhicules et dans votre transport. Oui, dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, Ah, c'est ce c'est que cool. Nest Labs fait oui, déjà aujourd'hui. On a Wow. commencé à le déployer déjà dans notre application de façon très simple ou simpliste, hein, mais on utilise l'IA déjà. Mais bon, comme tout consultant ou toute entreprise aujourd'hui, hein, je veux dire, on a des outils pour ça, c'est facile, hein. C'était moins facile il y a 1 an ou 2, mais c'est facile aujourd'hui d'utiliser l'IA. En plus, c'est gratuit ou quasi, enfin voilà. Mais demain, on aimerait aller beaucoup plus loin et effectivement travailler, pourquoi pas, sur des serveurs avec des serveurs décentralisés et donc mettre et des calculs et des déploiements sur sur ces différents serveurs, sur une IA qui serait plutôt propriétaire, mais partagée également sur ces différents serveurs et ces différents publics. C'est là où on parle de décentralisation. On ne va pas décentraliser, nous, que l'aspect token. On va également décentraliser nos données et on va également décentraliser nos puissances de calcul
et les puissances dont on a besoin pour faire tourner nos applications et faire tourner nos différents échanges avec nos partenaires. Voilà, la folie. La folie. Ça va être super intéressant en tout cas de voir le futur que va apporter Nest. Donc du coup, dans un premier temps, marché français, puis après marché du Maghreb, et puis continuer la croissance un petit peu partout. Je suis impatient d'être dans 6 mois, dans un an, refaire un podcast ensemble, voir quelle est l'évolution actuelle, comment s'est passé l'ICO. Parce que là, du coup, on a avant plein de choses et du coup, on s'est dit, waouh, c'est trop bien. Et ça permet de teaser. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast et qui vont se dire, OK, le projet est fou, je veux vraiment avoir plus d'infos. Donc, allez voir le site internet, c'est super important. Et puis, on refera un podcast dans 6 mois, dans un an, Laurent, pour voir un petit peu quelle a été l'évolution de Nest les 6 mois qui ont précédé entre les deux podcasts. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Nest, justement, pour les 6 prochains mois? Très raisonnablement, ce qu'on peut souhaiter à Nest, c'est de réussir déjà son ICO, en tout ou partie, d'accord, de réussir également sa levée de fonds, de transformer en réalité cette espèce de conte de fées, comme on l'a appelé « Il était une fois », c'est comme ça qu'on l'a appelé dans notre white paper. On voudrait que « Il était une fois » devienne la réalité dans 3 mois, 6 mois, 1 an, au maximum, quoi. Ah, génial, génial. Force à vous pour ça. Je croise les doigts, je tiens les pouces, comme on dit en Suisse, pour que justement tout se passe comme vous le souhaitez. Il y a de l'ambition et c'est en ayant de l'ambition qu'on avance et qu'on va chercher des choses. On se dit toujours, même dans la vie commune, dans sa vie particulière, dire par exemple, je ferai ça dimanche. Puis en fait, on arrive le dimanche et des fois, c'est souvent pas fait. Alors que si on se met un objectif un peu plus gros, plus ambitieux, plus rapide, au pire, on n'y arrive pas, mais si on y arrive plus vite. Et au pire, on y arrive le lendemain, mais du coup, on y arrivera plus tôt. Donc, félicitations d'avoir de l'ambition. C'est pas tout le temps aussi avec tous les entrepreneurs qui souhaitent avoir de l'ambition. Donc, vraiment, bravo à ça. Et force à vous et impatient de faire un podcast et faire le point après l'ICO et tout ça. C'est vrai que ça va être très, très intéressant. On arrive gentiment sur le mot de la fin, Laurent. Oui. Et on laisse toujours le mot de la fin à notre intervenant, notre invité, notre guest. Et aujourd'hui, c'est toi. Et ce mot de la fin, ça peut être tout simplement une expérience que tu as partagée, que tu voudrais nous partager. Ça peut être un sujet que tu voulais aborder, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder encore. Ça pourrait être tout simplement un dicton. Peu importe, ta carte blanche pour ce mot de la fin. Eh bien, j'avoue que je ne l'ai pas préparé. D'accord. Donc, c'est vrai que pour moi, je pensais déjà avoir tout dit et beaucoup dit sur le sujet. Très précis. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ce projet se déploie. Moi, je suis plutôt, je suis plus âgé de l'équipe, hein. Donc moi, je suis plutôt sur une fin de carrière qu'un début de carrière, hein. Je pense que tout le monde l'avait bien vu. Et moi, ce que je souhaite, parce qu'il y a quand même énormément de jeunes dans cette équipe, moi, ce que je souhaite, c'est que ce projet explose dans les 20 ou 30 ans qui arrivent, quoi. C'est tout ce que je lui souhaite. Et qu'effectivement, ça soit peut-être l'occasion de montrer et démontrer qu'à travers la technologie, on peut déployer des belles choses. Voilà. Et il n'y a pas que de la tech, il n'y a pas que du transport et de la mobilité, il y a énormément d'humains chez nous. Et déjà, à travers les cofondateurs et ensuite à travers l'équipe et les collaborateurs avec lesquels on travaille aujourd'hui, qui sont tous associés au projet, hein, parce que tous vont être récompensés à travers l'ICO et avec la suite, parce qu'on va partager également avec eux une très grande partie de nos revenus. Voilà, moi, ce que je souhaite à ce projet, c'est qu'il explose dans les années qui viennent et qu'on arrive à montrer et démontrer qu'à grâce à la tech et grâce à l'humain, on peut aider l'humain. Voilà, tout simplement. C'est le minimum qu'on souhaite à Nest pour les prochains mois et les 20 prochaines années, parce qu'effectivement, vous visez très, très loin. Merci beaucoup, Laurent, vraiment pour ton temps. Merci à toi, Jean. Pour ce projet incroyable dans lequel tu travailles, encore une fois, que des projets incroyables qui entourent Laurent. Donc, félicitations à toi et impatient de voir la suite. Je ne suis pas tout seul, hein. C'est une équipe. Hein. D'accord, voilà. C'est sûr. Mais félicitations à toi et merci d'être venu sur le podcast nous l'expliquer. Merci à toi. Merci. Au revoir.